Bonjour et bienvenue dans Fictionary numéro 2. Aujourd'hui, Sherlock. Sherlock est une série adaptée des romans du célèbre Sir Conan Doyle, créée par Mark Gatiss et Steven Moffat, apparue pour la première fois sur les écrans le 25 juillet 2010. Elle raconte l'histoire de Sherlock Holmes, détective consultant, ainsi que celle de John Watson, médecin de guerre, qui tente de reprendre le cours d'une vie normale. Se rencontrant puis devenant rapidement colocataires, ils commencent à enquêter ensemble, formant le duo légendaire bien connu. Mais quelle différence entre cette adaptation du célèbre détective et une autre, me demanderez-vous? Pourquoi ne pas parler de la série de 1984, par exemple? Ou même de l'adaptation au cinéma avec Robert Downey Jr. dans le rôle titre? Eh bien, d'abord parce que c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux. Mais ensuite et surtout parce que cette série a une paire de bollocks comme ça. Car si vous ne le saviez pas, la particularité de cette série, c'est qu'elle se passe dans le monde moderne, à notre époque, au XXIe siècle. Les personnages originaux sont repris et transposés dans le monde actuel. Cela inclut les taxis, internet, les PC, les portables, les avions. Bref, vous avez compris l'idée. C'est un sacré pari de prendre une figure aussi iconique que Sherlock Holmes et de la déplacer dans le temps. Pour vous rendre compte, imaginez si on faisait ça avec Jack l'Éventreur. Oh, Jack l'Éventreur versus Sherlock Holmes, c'est pas un duel de légende ça? Enfin bref, le pari est-il gagné ou pas? C'est ce qu'on va voir au travers de 3 points. Les personnages, les intrigues et la mise en scène. On y va. Tout d'abord, les personnages. Sherlock et John forment un duo du tonnerre. La principale marge d'évolution de Sherlock, ainsi que le principal ressort comique concernant son personnage, c'est sa maladresse et son indifférence concernant les contacts sociaux. C'est l'une de ces personnes qui sont des génies dans un domaine, mais qui sont en contrepartie incapables de faire quoi que ce soit d'autre. C'est pour cela qu'il a besoin de John. Ah et oui, j'ai oublié de dire qu'il avait un ego surdimensionné. Ah, moi alors. John, quant à lui, bien qu'il soit traité pendant un moment comme le chien de Sherlock, devient peu à peu son meilleur ami, et presque le seul pour tout dire. Son paradoxe interne à lui, c'est qu'il en a assez de la guerre et qu'il veut se poser, mais qu'en même temps, il ne peut pas se passer d'action. C'est pour cela qu'il commence à accompagner Sherlock dans une enquête au début, et qu'il est entraîné dans toute cette histoire par la suite. L'alchimie entre ces deux personnages est très crédible. Le débit de voix de Sherlock est extrêmement rapide, ce qui rend leurs échanges, lorsqu'ils se comprennent immédiatement et se répondent du tac au tac, encore plus impressionnant. John est à Sherlock ce qui lui manque de connaissances de tous les jours et de sociabilité, ainsi que le premier ami qu'il n'ait jamais eu. Sherlock, quant à lui, est à John les aventures et le meilleur ami dont il avait besoin. Et non, ils ne sont pas gays, même si la blague a souvent été faite. Deuxième point, les intrigues. Vous vous en doutez, la qualité des intrigues est très importante dans les histoires de détectives. Ici, ça donne quoi? Tout d'abord, la transposition des intrigues à notre époque est très bien exploitée. Les nouvelles technologies sont utilisées à bon escient, pas de ta gueule c'est la technologie, ni de présence étouffante empêchant les autres paramètres et les autres facettes de l'enquête de compter. Au contraire, ces technologies sont utilisées lorsqu'elles sont utiles, et compliquent et simplifient à parts égales les enquêtes. D'autre part, les intrigues sont plutôt compliquées. Il y a tellement de sous-intrigues et tout est tellement bien imbriqué en mode poupée russe que même lorsqu'on décèle un setup, on ne voit jamais le payoff arriver. Bref, de quoi ravir les enquêteurs en herbe. Personnellement, au bout d'un peu plus de 3 saisons, les intrigues me braignent toujours autant. Il faut dire que j'avais pas tellement l'habitude de ce genre d'histoire jusqu'à récemment. La montée dramatique, quant à elle, fonctionne bien, notamment grâce à l'attachement qu'on a envers les deux personnages. Les twists sont également bien menés, les révélations font toujours sens et jamais elles ne sortent de nulle part, particulièrement avec Moriarty si vous voyez ce que je veux dire. On a souvent cette sensation de « Ah, c'était ça !» et c'est tout ce qu'on demande à une intrigue de ce genre. Ah, ce que je préfère, la mise en scène. Tous ceux qui ont vu cette série ne sauraient me contredire lorsque je dis que la mise en scène est très particulière. Premièrement, on fait face à des plans qui font usage de rotoscopie et de fondu pour les flashbacks ou ce que Sherlock a en tête, ainsi que pour les transitions. Pour faire simple, la rotoscopie est le détourage d'une image ou de l'un de ses composants afin de l'intégrer dans une autre image. Oui, voilà, comme ça, en gros, avec mes petits moyens. Une autre particularité de la mise en scène, c'est bien sûr les mots qui s'affichent à l'écran. Que ce soit lors de l'envoi ou de la réception de messages ou des analyses de Sherlock. Auquel cas, les mots peuvent s'afficher à côté des objets ou des personnes analysées, ou bien sur des surfaces comme une fenêtre de voiture lorsqu'il réfléchit sans avoir le sujet de ses réflexions sous les yeux, dans un taxi en revenant d'une scène de crime par exemple. Puisqu'on parle des analyses de Sherlock, ce ne sont pas les seules particularités de mise en scène lorsqu'il enquête. Nous avons également droit à des inserts sur ce qu'il remarque, c'est-à-dire des plans rapprochés sur des objets ou des détails. Lorsqu'il reconstitue une scène dans sa tête, on voit aussi souvent l'action comme si on y était. Pourquoi tous ces détails de mise en scène? Eh bien, l'intention derrière est très claire.
Tout est mis en place pour nous projeter dans la tête de Sherlock, dans son univers. Et nom de Dieu, ce que c'est efficace. En bref, vous l'aurez compris, le pari est gagné haut la main. Et maintenant, avant de vous quitter, je vais vous parler de 3 petites anecdotes sur la série. Anecdote numéro 1. Le saviez-vous ? Le fait que Sherlock ne retienne jamais le nom de Lestrade, l'homme de la police qui fait la plupart du temps appel à lui pour résoudre des crimes qui lui échappent, est un clin d'œil au fait que Sir Conan Doyle n'a jamais donné son prénom. Il a seulement écrit son initiale, G. Dans la série, il s'appelle donc Greg, mais Sherlock ne s'en souvient jamais, ce qui vexe beaucoup l'homme. Anecdote numéro 2. Mark Gatiss, l'un des créateurs de la série, y joue un personnage récurrent. Vous savez duquel il s'agit ? C'est Mycroft Holmes, le grand frère de Sherlock. Comme quoi, cet homme a vraiment de l'influence sur les détectives. Anecdote numéro 3. Benedict Cumberbatch, l'acteur derrière Sherlock, est en réalité très sociable et ce rôle lui demande beaucoup de travail. Rendez-vous compte, il a appris le violon exprès pour la série. Si ça c'est pas un acteur dévoué à son rôle. Nous voici donc à la fin de cet épisode de Fictionary. Enfin presque. J'ai concocté une petite interview de Sherlock exprès pour vous. Si vous voulez la voir, elle sera sur la chaîne d'ici peu. Sur ce, restez ouverts à la fiction, elle peut toujours vous surprendre. Bye.